Lors de la fête pour la promotion de ma sœur, elle a levé son verre pour se moquer de moi. Es-tu toujours une simple agente d'entretien? 20 membres de la famille sont restés silencieux. Mes parents ont évité mon regard. Elle a souri et a ajouté, si tu admets que tu es l'échec de cette famille, je t'aiderai à trouver un travail décent. Et ce que j'ai dit ensuite. Personne ne pouvait le croire. Je m'appelle Caitlin Brooks. J'ai 30 ans. Le mois dernier, lors du dîner de célébration pour la promotion de ma sœur Courtney dans la maison de nos parents à Nipville, elle s'est levée, a levé son verre devant 20 membres de la famille et parents proches, et a dit avec ce sourire parfait qui est le sien, à ma petite sœur Caitlin. Qui est toujours une simple concierge, n'est-ce pas? Tout le monde a ri maladroitement. Puis elle s'est penchée, la voix douce mais tranchante. Si tu admets enfin que tu es l'échec de cette famille, je t'aiderai à trouver un vrai travail. Le silence s'est fait dans la pièce pendant une seconde. J'ai regardé le mur couvert de photos de Courtney, ses diplômes, ses récompenses, son mariage, ses enfants. Pas une seule photo de moi nulle part. Mes parents ont évité mon regard. Mon père fixait son assiette. Ma mère tripotait sa serviette. Je me suis levé lentement. J'ai dit quelque chose, juste quelques mots, et toute la pièce s'est figée. Personne ne riait plus. Personne ne bougeait. Je suis sorti par la porte sans me retourner. Et ce que j'ai dit ensuite, personne ne pouvait le croire. Si vous avez déjà été humilié de la sorte par votre propre famille devant tous ceux qui étaient censés vous aimer, laissez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous et activez les notifications car vous voudrez voir ce qui s'est passé après que je suis parti cette nuit-là. Croyez-moi, cela change tout. Pour comprendre pourquoi ces quelques mots que j'ai prononcés à table ont eu un tel impact, il faut remonter à la façon dont les choses se passaient dans notre maison en grandissant à Nipville, dans l'Illinois. Notre maison se trouvait dans une impasse tranquille bordée d'érables qui devenaient d'un rouge éclatant chaque automne. De la rue, elle paraissait parfaite. Style colonial, revêtement blanc, volets noirs, un chemin de dalle menant à la porte d'entrée. À l'intérieur, cependant, un mur dominait tout le reste. Mon père l'appelait le mur de la famille. Il l'avait commencé quand Courtney était à la maternelle et n'avait jamais cessé d'y ajouter des choses. Chaque cadre contenait un morceau de sa vie qu'il jugeait digne d'être exposé en permanence. Un dimanche du début de l'été, quand j'avais 12 ans, reste gravé dans ma mémoire. Papa avait invité son vieil ami d'université et sa femme pour un barbecue décontracté. L'odeur de charbon de bois et de maïs grillé emplissait l'air. Après que tout le monde eut mangé, papa s'est essuyé les mains sur une serviette et a dit « Venez à l'intérieur une minute. Je veux vous montrer quelque chose. » Il a conduit le groupe dans le salon avec le même ton qu'il utilisait pour dévoiler un nouvel outil dans le garage. Fier, presque respectueux. Il s'est arrêté devant le mur et a fait un geste comme un guide touristique. « C'est ce qui nous fait avancer », a-t-il dit. La grille était méticuleusement agencée. La photo de la remise de diplôme de maternelle de Courtney avec le minuscule mortier perché sur ses boucles. Son ruban bleu du projet de sciences de 3e année sur l'énergie solaire, le trophée en or de 5e année quand elle a marqué le but de la victoire en championnat. Sa plaque du tableau d'honneur du collège avec des étoiles de présence parfaite. La coupure de journal plastifiée de son discours de major de promotion du lycée. Son diplôme de Northwestern dans un cadre doré. La lettre d'offre encadrée de son premier stage en marketing. Son annonce de fiançailles dans le journal local, des photos de mariage où elle resplendissait en dentelle blanche, et la note annonçant sa première promotion imprimée en gras sur du papier à en-tête de l'entreprise. Chaque jalon avait sa place. Tout appartenait à Courtney. Je suis resté près de la porte, tenant toujours un épi de maïs à moitié mangé enveloppé dans du papier d'aluminium. La voix de papa portait cette chaleur spéciale qu'il réservait à ces moments. Elle a toujours été exceptionnelle, a-t-il dit à son ami. Dès le premier jour. Son ami a hoché la tête, impressionné. Tu as une vraie star là, Dave. Il y avait une seule photo de moi sur tout le mur. Ma photo de fin de lycée, coincée dans la rangée du bas. Je me tenais entre maman et papa, la toque légèrement de travers, la toche trop grande, un sourire forcé. Elle était partiellement cachée par une grande fougère que papa gardait sur la table d'appoint. Personne ne l'a jamais commenté. Personne n'a jamais déplacé la plante. Maman se tenait tranquillement à côté de papa pendant la visite, les mains jointes devant elle, offrant de petits sourires quand quelqu'un faisait l'éloge de Courtney.
Elle n'ajoutait rien. Elle ne soulignait pas que j'avais été au tableau d'honneur 2 fois au lycée ou que j'avais fait du bénévolat au refuge pour animaux tous les samedis pendant 2 ans. Elle regardait simplement, silencieuse comme toujours. Après le départ des invités, je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le mur blanc en face de mon bureau. Pas de cadre, pas de ruban, pas de preuve que j'existais de la même manière que Courtney. Cet après-midi a marqué le début de la façon dont je me mesurais. Chaque nouvel ajout au mur ressemblait à une autre couche de verre entre moi et eux. Quand Courtney a été acceptée en décision anticipée à Northwestern, papa a encadré la lettre d'acceptation avant même que l'encre ne soit sèche et l'a accrochée au centre de la scène. Quand je suis entré au collège communautaire avec une bourse partielle, papa a dit « c'est pratique » et il est retourné aider Courtney à faire ses bagages pour son emménagement au dortoir. L'école est devenue un champ de bataille. Je me battais seul. Je me suis efforcé d'obtenir de meilleures notes. Je me suis inscrite à des cours avancés même quand ils me terrifiaient. J'ai rejoint le comité de l'annuaire parce que j'aimais la photographie. Une fois, j'ai gagné un petit concours d'art local pour une série de photos sur les enfants du quartier jouant dans le parc. J'ai ramené le certificat à la maison, je l'ai posé sur la table de la cuisine pendant le dîner. Papa y a jeté un coup d'œil, a dit « beau travail », puis s'est tourné vers Courtney pour lui poser des questions sur son prochain entretien de stage. Le certificat a fini dans un tiroir de la cuisine sous des menus de plats à emporter. Il n'a jamais atteint le mur. J'ai commencé à l'intérioriser. Si je n'étais pas sur le mur, je ne valais pas la peine d'être célébré. Si papa ne mentionnait pas mon nom dans les conversations avec les proches, je ne valais pas la peine d'être mentionné. Les réunions de famille suivaient le même scénario. Les proches posaient des questions à Courtney sur ses études, sa carrière. Son petit ami devenu mari, ses enfants. Quand il se tournait vers moi, les questions étaient polies mais plates. Comment va le travail, ou toujours dans cet appartement? J'ai appris les réponses courtes. Bien. Oui. Puis je m'excusais pour aller resservir les boissons ou vérifier le dessert. L'exclusion n'était pas dramatique, pas de cris, pas de porte qui claque. C'était une érosion silencieuse. Année après année, le mur s'alourdissait de la vie de Courtney. Tandis que la mienne restait invisible. J'ai commencé à me sentir comme une figurante dans l'histoire de ma propre famille. Présente, mais pas essentielle. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée, j'avais cessé d'essayer de gagner une place sur ce mur. Je me suis concentré sur l'indépendance à la place. J'ai travaillé à temps partiel, économisé chaque centime, emménagé dans un petit appartement juste après le collège communautaire. La distance a un peu aidé. Les appels téléphoniques étaient plus courts. Les visites étaient plus rares, mais la douleur n'a jamais complètement disparu. Elle vivait en arrière-plan, un rappel constant que, aux yeux de mon père, il n'y avait qu'une seule fille qui comptait. Je me disais que ça ne me dérangeait pas. Je me disais que le succès n'avait pas besoin de public. Mais au fond de moi, une partie de moi attendait encore une photo, une mention, un moment où papa me regarderait comme il la regardait elle. Ce moment n'est jamais venu. Après avoir déménagé et commencé à payer mon propre loyer, j'avais besoin d'un travail stable. Courtney travaillait déjà à l'agence de marketing depuis quelques années, grimpant rapidement les échelons. Elle était coordinatrice de compte senior quand elle a mentionné un poste vacant d'assistante administrative dans son département au téléphone un soir. C'est un poste de débutant, mais c'est stable, a-t-elle dit. Tu pourrais apprendre beaucoup si tu le prends au sérieux. J'ai pris cela comme une branche d'olivier. Peut-être que c'était sa façon de me tirer vers le haut, de me voir enfin comme plus que la sœur qui n'avait jamais été à la hauteur. J'ai commencé le travail le mois suivant. Le bureau occupait 3 étages dans un élégant gratte-ciel du centre-ville de Chicago. Murs de verre, bureau en open space, chaises ergonomiques, machine à café gratuite qui distribuait des lattes d'une simple pression sur un bouton. J'arrivais 30 minutes en avance chaque jour, déverrouillais les salles de conférence, essuyais les tableaux blancs, organisais les bacs des imprimantes partagées avant l'arrivée de quiconque. Je restais tard sans qu'on me le demande, vérifiant les calendriers des clients, créant des feuilles de calcul de suivi que personne n'avait demandé, apprenant le logiciel de gestion de projet en regardant des tutoriels sur mon téléphone pendant les pauses déjeuner. Je prenais des notes détaillées pendant les réunions d'équipe, je me portais volontaire pour compiler les rapports de situation hebdomadaires,
j'ai même proposé de relire les propositions des clients lorsque les rédacteurs étaient surchargés. Je voulais prouver que j'avais ma place là-bas, non pas comme la petite sœur de Courtney, mais comme quelqu'un qui apportait une réelle valeur ajoutée. Courtney me parlait rarement au travail. Nous nous croisions parfois dans le couloir. Elle hochait brièvement la tête ou esquissait un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Je comprenais qu'elle protégeait son image professionnelle. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me suis concentré sur le travail. Ma superviseure, une femme discrète nommée Rachel, a commencé à me confier de petites tâches indépendantes. Coordonner les factures des fournisseurs, configurer les liens de réunion virtuels pour les clients hors de l'État, mettre à jour la bibliothèque de ressources internes. Lors de ma première évaluation trimestrielle, elle a écrit « Caitlin fait preuve d'une forte initiative et d'une grande attention aux détails. » Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je construisais quelque chose de solide, quelque chose qui m'appartenait. Puis le changement s'est produit. Je n'ai pas vu les courriels au début. Courtney en a envoyé un aux ressources humaines et a mis ma responsable en copie. Préoccupation concernant le professionnalisme et la performance de Caitlin Brooks. Elle semble parfois désorganisée dans les interactions avec les clients et manque de la prestance attendue dans cet environnement. Un second a suivi une semaine plus tard. J'ai observé des problèmes d'attitude qui pourraient nuire à la réputation globale de l'équipe. Le langage était court, clinique, jamais adressé à moi directement. Je ne l'ai appris que plus tard, lorsque les ressources humaines m'ont convoqué dans une petite salle de réunion. Ils m'ont mis sous un plan d'amélioration des performances. Le document du plan faisait 3 pages, imprimé sur du papier à en-tête de l'entreprise. Il énumérait des objectifs spécifiques et mesurables. Améliorer la réactivité de la communication client à moins de 24 heures. Démontrer de la proactivité sans outrepasser les limites du département. Maintenir un professionnalisme constant dans toutes les interactions. Atteindre une précision de 95% dans les tâches de saisie de données. Les objectifs subjectifs, montrer une adéquation culturelle et faire preuve de prestance professionnelle, étaient vagues et ouverts à l'interprétation. Le délai était de 3 mois. Si j'atteignais chaque objectif, je restais. Sinon, c'était le licenciement. J'ai travaillé plus dur que jamais. Je répétais les appels des clients dans ma voiture sur le trajet, je chronométrais mes réponses au courriel, je réécrivais chaque message 5 fois avant de l'envoyer. J'ai demandé à Rachel des bilans hebdomadaires. Elle m'a donné des retours mitigés. Vous vous améliorez sur les mesures, mais nous devons voir plus de confiance. J'ai tout documenté. Capture d'écran des tâches terminées, horodatage des courriels, notes de réunion. Le plan d'amélioration des performances est devenu toute ma vie. J'ai arrêté de sortir le week-end, annulé des projets avec des amis, passé des soirées à réviser d'anciennes propositions pour leur prestance. Courtney ne m'en a jamais parlé. Elle passait devant mon bureau comme si j'étais invisible. Je l'ai entendue une fois dans la salle de pause rire avec 2 directeurs de clientèle sur le fait de garder les drames familiaux hors du lieu de travail. Mon estomac s'est noué. Je savais que les courriels venaient d'elle. Elle n'était pas seulement distante. Elle me sapait activement, utilisant son ancienneté pour créer une trace écrite qui justifierait de me pousser dehors. Les 3 mois ont semblé interminables. J'ai atteint tous les objectifs mesurables. 98% de précision des données, toutes les réponses aux clients en moins de 12 heures, aucune plainte des fournisseurs. Mais les cases subjectives sont restées non cochées. Doit encore démontrer une meilleure prestance professionnelle, a écrit Rachel dans l'évaluation finale. Un jeudi après-midi de fin d'automne, les ressources humaines m'ont convoqué dans la même salle de conférence. Ma responsable était assise à côté du représentant des ressources humaines, tous deux avec des dossiers devant eux. Nous avons décidé de mettre fin à votre emploi avec effet immédiat, a dit ma responsable. Votre performance n'a pas atteint les attentes décrites dans le plan d'amélioration des performances. Pas d'avertissement, pas de discussion sur les indemnités de départ, juste une boîte pour mes affaires et une escorte jusqu'à l'ascenseur. Je suis sorti en passant devant le bureau de Courtney. Sa porte était fermée. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je me suis assise dans mon appartement, fixant le plafond jusqu'à ce que les lampadaires s'allument dehors. Quand j'en ai finalement parlé à mes parents, j'ai fait simple. Je suis allé dîner le dimanche suivant. J'ai quitté mon travail,
ai-je dit en passant la purée de pommes de terre. Je voulais du changement. Papa a soupiré. Sa fourchette s'est arrêtée en l'air. Encore, a-t-il dit. Un autre échec. Quand vas-tu prendre exemple sur ta sœur? Maman a baissé les yeux sur son assiette et n'a rien dit. Pas de question, pas de réconfort, juste un accord silencieux avec lui. J'ai senti la trahison s'installer profondément dans ma poitrine. Pas seulement à cause de la perte de mon emploi, mais à cause de Courtney. Elle avait utilisé sa position pour me saboter, non pas avec des cris ou des confrontations, mais avec des manœuvres silencieuses et calculées dans mon dos. La sœur qui avait grandi sous les projecteurs avait décidé que je ne méritais même pas une petite place dans son monde. Elle ne m'a pas renvoyé elle-même, mais elle s'est assurée que quelqu'un d'autre le fasse. Les courriels, le plan d'amélioration des performances, la réunion finale, tout cela était son œuvre, enrobé de langage d'entreprise pour que personne ne puisse qualifier cela de personnel. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, pensant au dossier sur la table de conférence. À la façon dont ma responsable avait évité mon regard en disant avec effet immédiat. À la porte fermée du bureau de Courtney. La blessure n'était pas bruyante. Elle était froide et aiguë. J'avais essayé de combler le fossé entre nous, et elle m'avait repoussé plus loin que jamais. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas dit la vérité à mes parents. J'ai simplement fermé la porte sur ce chapitre et j'ai commencé à chercher ce qui viendrait ensuite. Avec l'emploi à l'agence perdue et les factures qui s'accumulaient, j'avais besoin de revenus rapides et fiables. J'ai postulé à des dizaines d'offres, caisses de magasins, centres d'appel, services de livraison, tout ce qui payait à la semaine ou toutes les 2 semaines. Les réponses étaient lentes ou inexistantes. Un soir, assise dans l'obscurité de mon appartement, le téléphone à la main, j'ai composé le numéro de la seule personne qui m'avait jamais vraiment écouté sans que cela ne se transforme en comparaison ou en leçon de morale. Ma grand-mère vivait seule dans un modeste appartement du côté de Nipville. Elle avait 83 ans, veuve depuis que mon grand-père était mort subitement d'une crise cardiaque alors que mon père était encore au lycée. Elle avait élevé 2 enfants avec un salaire de secrétaire, fait des doubles services quand c'était nécessaire, économisé chaque dollar supplémentaire et n'avait jamais demandé l'aide de sa famille. Quand je lui ai parlé du licenciement, de la réunion abrupte avec les ressources humaines, de l'escorte jusqu'à l'ascenseur, du silence de maman, du soupir de papa, elle n'a pas interrompu ni offert de conseil immédiat. Elle m'a laissé finir chaque phrase, chaque pause. Quand j'ai finalement arrêté de parler, elle a dit doucement, « Ne les laisse pas voir que tu es blessée, Caitlin. Vis tranquillement. Construis lentement. Un jour, ils devront regarder ce que tu as fait, et ils ne pourront pas détourner le regard. » Sa voix ne portait aucune pitié, aucun drame, juste la certitude calme de quelqu'un qui avait reconstruit sa propre vie plus d'une fois. Ces mots se sont ancrés en moi comme une encre. J'ai arrêté de postuler à des emplois de bureau. Au lieu de cela, j'ai cherché des postes de concierge et d'agent d'entretien. Le premier poste que j'ai décroché était à temps partiel le soir dans un immeuble de bureau de taille moyenne à Schombourg, passer l'aspirateur dans les couloirs moquettés, vider les poubelles, nettoyer les comptoirs de la salle de pause après le départ du dernier employé. C'était payé au noir au début, assez pour couvrir le loyer, les charges et un peu de course. Le travail était solitaire et physique. J'aimais que personne ne me regarde travailler. J'arrivais, je faisais le travail minutieusement, et je partais avant que le bâtiment ne se réveille. Quelques semaines plus tard, j'ai ajouté un deuxième service dans un complexe plus grand à Oakbrook, nettoyage des salles de conférence, réapprovisionnement en produits en papier, nettoyage ponctuel des halls en marbre après les heures de pointe du déjeuner. Le salaire était légèrement meilleur, les heures plus longues. Je conduisais entre les sites avec mes fournitures dans le coffre de ma vieille Honda, apprenant à finir un étage en moins de 45 minutes sans sauter les coins. J'ai développé des routines, commencé au niveau supérieur et descendre, regrouper les tâches similaires pour économiser les déplacements, noter les problèmes récurrents comme les robinets qui fuient ou les lumières qui clignotent pour références futures. Une nuit à la propriété d'Oakbrook, le superviseur de nuit, un homme d'une 60aine d'années nommé Monsieur Ramirez, m'a arrêté dans le couloir alors que je polissais les portes de l'ascenseur. Il m'observait depuis plusieurs services. « Vous ne faites pas que nettoyer », a-t-il dit, en montrant le placard à fournitures que j'avais réorganisé la semaine précédente. Étagères étiquetées par catégorie, inventaire tournant selon le principe du premier entrée, premier sorti. Produits périmés retirés. La plupart des nettoyeurs se contentent de passer la serpillière et de partir.
Vous facilitez le travail de l'équipe de jour. Vous pensez comme quelqu'un qui voit l'ensemble de l'opération. Nous avons parlé pendant 15 minutes pendant que je finissais les vitres. Il m'a expliqué que son bâtiment fonctionnait sous un contrat de services généraux avec un grand fournisseur national. Ce n'est plus du simple nettoyage, a-t-il dit. C'est de la gestion complète des installations. Nettoyage quotidien, maintenance préventive sur la climatisation et la plomberie, coordination des fournisseurs pour les réparations, même la surveillance des caméras de sécurité et des systèmes d'incendie. Une seule entreprise s'occupe de tout, pour que le propriétaire n'ait pas à traiter avec 10 entrepreneurs différents. Il m'a donné le nom du fournisseur actuel et a ajouté, ils sont fiables, mais chers et lents à répondre. Si jamais vous voulez vous développer, c'est le modèle, regrouper les services, construire la confiance, facturer pour la commodité. Son explication a déclenché quelque chose dans mon esprit. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai commencé à faire des recherches en ligne sur les services de gestion d'installation. Ce n'était pas glamour. Les contrats exigeaient une assurance, une caution, des vérifications d'antécédents, une couverture de responsabilité civile. Mais les entreprises payaient des milliers d'euros par mois pour externaliser les maux de tête liés à leur bâtiment. J'ai vu l'opportunité. Les parcs de bureaux plus petits, les hôtels de charme, les bâtiments médicaux en banlieue voulaient un service fiable sans les frais élevés des chaînes nationales. J'ai décidé d'essayer. J'ai enregistré une société à responsabilité limitée en ligne pour 300 euros. Cabrook Service de gestion d'installation. J'ai souscrit une assurance responsabilité civile de base via un courtier en ligne, imprimé des cartes de visite simples sur mon imprimante personnelle, et j'ai commencé à offrir des services élargis aux bâtiments que je nettoyais déjà. Mon argumentaire était simple. Nettoyage quotidien complet plus maintenance légère, coordination des fournisseurs pour les réparations, intervention d'urgence en dehors des heures de bureau. Je ne promettais pas de miracle, juste un travail constant et soucieux du détail à un prix juste. Les premiers mois ont été implacables. Je travaillais 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Je nettoyais des bureaux jusqu'à 2 heures du matin, puis je m'occupais de la facturation, de la planification et des appels de suivi jusqu'à l'aube. J'ai contracté un petit prêt personnel pour acheter une camionnette d'occasion et du matériel supplémentaire, aspirateurs industriels, cireuses, produits de nettoyage écologique. La dette s'est rapidement accumulée, solde de carte de crédit pour le carburant et les matériaux, remboursement de prêts, réparation imprévue sur la camionnette. Les clients payaient en retard ou négociaient des remises. Un gestionnaire immobilier a promis un contrat de 6 mois, puis s'est rétracté lorsqu'un concurrent a proposé un prix inférieur de 20%. J'ai failli abandonner 2 fois. Une fois après qu'un chèque a été refusé, une autre fois après une semaine complète sans sommeil. Je me suis tout appris par moi-même. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque locale sur la comptabilité des petites entreprises et les normes de nettoyage commercial. J'ai regardé des tutoriels sur YouTube sur les techniques de décapage de sol, le remplacement des filtres de climatisation, la négociation avec les fournisseurs. J'ai étudié des exemples de contrats de gestion d'installation en ligne. J'ai appris les réglementations de base de l'OSHA. J'ai créé des listes de contrôle pour chaque site afin de m'assurer que rien n'était oublié. Quand des toilettes ont débordé à 23 heures, j'ai conduit 20 miles pour m'en occuper moi-même plutôt que de risquer de perdre le client en appelant un plombier coûteux. Grand-mère appelait tous les dimanches soirs. « Comment ça va ?» demandait-elle. Je lui disais la vérité. L'épuisement, la peur de tout perdre à nouveau, les nuits où je doutais de moi. Elle n'a jamais enjolivé les choses. « Continue, disait-elle. Tu construis quelque chose qu'ils ne peuvent pas t'enlever. » Sa voix était une ligne stable à laquelle je pouvais me raccrocher. À la fin de la première année, j'avais 5 clients réguliers, 3 petits parcs de bureaux, une chaîne d'hôtels de charme dans les banlieues ouest, et une clinique médicale qui nécessitait un nettoyage en profondeur nocturne. Les revenus étaient modestes, mais suffisamment stables pour couvrir les factures et commencer à rembourser la dette. J'ai embauché ma première employée à temps partiel, Maria, une femme fiable d'une quarantaine d'années qui nettoyait des espaces commerciaux depuis 15 ans. Je la payais équitablement, lui donnais des horaires fixes, la traitais comme une partenaire plutôt que comme une aide jetable. Elle a aidé à former 2 autres nettoyeurs que j'ai embauchés à mesure que la demande augmentait. Le travail restait dur, peu glamour, principalement invisible. Mais pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas l'approbation ou la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Je créais quelque chose de tangible,
quelque chose qui existait parce que j'avais refusé de lâcher prise. Et personne, ni papa, ni Courtney, ni le monde de l'entreprise qui m'avait rejeté, ne pouvait effacer ce que je construisais. Un service, un contrat, un pas prudent à la fois. Les 5 clients réguliers à la fin de la première année m'ont donné une marge de manœuvre. Mais je savais que rester petite signifiait rester vulnérable. J'ai commencé à contacter des propriétés plus grandes, des parcs de bureaux dans les banlieues ouest, des hôtels de taille moyenne le long de l'autoroute I-88, des bâtiments médicaux qui avaient besoin d'un service fiable en dehors des heures de bureau. J'ai affiné mes propositions, regroupé des forfaits avec un nettoyage en profondeur quotidien, une maintenance préventive hebdomadaire, une intervention d'urgence sur appel et des rapports transparents. J'ai offert des tarifs compétitifs avec une garantie, s'ils n'étaient pas satisfaits le premier mois, c'était gratuit. Le bouche à oreille s'est répandu lentement au début. Un gestionnaire de parc de bureaux m'a recommandé à un autre. Un directeur de chaîne hôtelière a apprécié mon temps de réponse lors du nettoyage d'une inondation un week-end et a étendu le contrat à 3 sites. En 18 mois, j'avais signé des contrats avec 7 propriétés plus importantes à travers l'Illinois, le Wisconsin et l'Indiana. Les revenus ont grimpé régulièrement, d'abord à 5 chiffres par mois, puis plus haut. À la 3e année, K-Brook Service de gestion d'installation réalisait un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros par an. J'ai loué un modeste espace de bureau à Nipville, embauché un comptable à temps partiel, et fait passer l'équipe à 25 employés à temps plein et 5 à temps partiel. Nous avions des camionnettes et des uniformes à notre nom, un site web simple et une ligne d'assistance 24 heures sur 24. J'ai gardé tout cela secret pour ma famille. Quand maman ou papa me demandaient comment allait le travail, je disais la même chose que depuis des années, je fais toujours des travaux de nettoyage. Ils n'ont jamais demandé de détails. Je continuais à vivre simplement, même appartement, même vieille Honda, pas d'achat tape à accent grave-l'œil. L'argent était réinvesti dans l'entreprise, meilleur équipement, formation des employés, fonds de réserve pour les mois creux. Grand-mère était la seule à connaître la vérité. Elle ne demandait jamais de nouvelles. Elle attendait que je partage. Quand je lui parlais des nouveaux contrats ou du bail du bureau, sa voix s'adoucissait. « Je suis fière de toi, Caitlin, disait-elle. Pas fort, juste fière. » C'était suffisant. La croissance a apporté de nouvelles pressions. Gérer la paie de 25 personnes signifiait un flux de trésorerie serré. J'ai négocié avec les fournisseurs pour de meilleures conditions, formé des superviseurs pour gérer les problèmes sur site de manière indépendante, mis en place des systèmes pour suivre l'achèvement des travaux et la satisfaction des clients. L'équipe était comme une extension de moi. Des gens qui se présentaient de manière fiable, étaient fiers de leur travail et me faisaient confiance pour les payer à temps. Puis la crise a frappé. Un de nos plus gros clients, une chaîne de 4 parcs de bureaux représentant près de 30% de nos revenus, a envoyé un avis de résiliation sans avertissement. Le directeur immobilier a invoqué une restructuration budgétaire, mais j'ai appris plus tard qu'un fournisseur national nous avait sous-coté de 15% avec des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. La perte a créé un trou immédiat, paie due dans 10 jours, facture de fournisseurs en attente, loyer du bureau et des camionnettes à payer. Les réserves de trésorerie se sont vidées rapidement. En 2 semaines, 7 employés ont donné leur démission, certains parce qu'ils avaient besoin d'heures garanties, d'autres parce que des rumeurs se propageaient que l'entreprise était en difficulté. L'équipe restante se tournait vers moi, attendant des réponses. Je n'ai pas paniqué extérieurement. J'ai convoqué une réunion de tout le personnel sur le parking du bureau après les heures de travail. J'ai expliqué la situation honnêtement. Nous avions perdu un gros contrat, mais nous avions toujours des clients solides et une réputation de fiabilité. Je ne laisserai pas cela nous couler, leur ai-je dit. Si vous restez, je m'assurerai que vous soyez payés. Si vous devez partir, je comprends, sans rancune. La plupart sont restés. Ceux qui sont partis, je les ai aidés avec des références. Pour combler le vide, je suis retourné sur le terrain. J'ai pris des services de nuit moi-même, nettoyant les halls, cirant les sols, répondant aux appels d'urgence à 3 heures du matin. J'ai travaillé aux côtés de l'équipe restante, pas au-dessus d'eux. Nous avons fait des rotations de double service, priorisé les sites à haute valeur, renégocié les conditions de paiement avec les clients restants pour accélérer le flux de trésorerie. J'ai personnellement suivi chaque gestionnaire de compte, offrant des services supplémentaires sans frais supplémentaires pour prouver notre valeur. Une chaîne hôtelière a ajouté 2 autres sites après que j'ai personnellement géré un problème de plomberie un week-end et évité des temps d'arrêt.
La pression a duré 4 mois. J'ai à peine dormi. La dette a de nouveau augmenté, prêt à court terme pour couvrir la paie, carte de crédit pour les fournitures. Mais l'équipe a tenu bon. Les clients ont remarqué l'effort supplémentaire. Les scores de satisfaction ont augmenté. Nous avons conservé tous les contrats restants et obtenu 2 recommandations des hôtels. Au 6e mois, nous avions remplacé les revenus perdus et nous nous étions stabilisés. L'entreprise en est sortie plus forte, avec des opérations plus légères, de meilleures relations avec les clients, et une équipe qui m'avait vu me battre pour eux. Grand-mère a appelé pendant le pire. « Tu es toujours debout ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit oui, à peine. Elle a ri doucement. C'est tout ce qu'il faut parfois. Sa fierté était calme mais constante, du genre qui n'a pas besoin de fanfare. Avec le recul, cette crise était le véritable test. Elle m'a forcé à prouver que l'entreprise n'était pas juste un travail. C'était quelque chose que j'avais construit à partir de rien, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Et à la fin, ça a marché. L'entreprise s'est stabilisée, a grandi un peu plus, et a continué d'avancer. L'entreprise avait retrouvé son équilibre après la perte du contrat. Les contrats étaient stables, l'équipe était solide, et j'avais enfin commencé à respirer. Puis est venu le dîner de célébration pour la promotion de Courtney chez nos parents à Nippville. C'était la première réunion de famille à laquelle j'assistais depuis des mois. Je suis arrivé avec une bouteille de vin, je me suis garé au bout de l'allée et je suis entré dans la scène habituelle, des rires venant du salon, l'odeur de rôti dans l'air, des parents qui déambulaient. Courtney se tenait en bout de table lorsque nous nous sommes assis pour manger. Elle a levé son verre, arborant ce sourire étudié, et a porté un toast à son nouveau titre, directrice senior du marketing. Puis elle s'est tournée vers moi. Et à ma petite sœur, Caitlin, qui est toujours une simple concierge, n'est-ce pas? La pièce a ri maladroitement. Elle s'est penchée en avant, la voix légère mais acérée. Si tu admets enfin que tu es l'échec de cette famille, je t'aiderai à trouver un vrai travail. J'ai regardé autour de la table les visages que j'avais connus toute ma vie, mes parents qui évitaient mon regard, le mur derrière eux, toujours couvert des réussites de Courtney. Je me suis levé. J'ai dit quelque chose. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je suis sorti sans un mot de plus. Quelques jours plus tard, je parcourais mon téléphone lorsqu'une notification est apparue d'un groupe de discussion familiale que je consultais rarement. C'était de papa. N'invitez pas Caitlin trop souvent. Ça rend les choses gênantes. Le message était là, non lu par la plupart, mais il m'a frappé comme un coup de poing. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Pas d'excuses, pas de contexte, juste cette seule ligne de l'homme qui avait construit sa fierté autour d'une seule fille. La douleur était vive, mais elle ne m'a pas brisé. Elle a clarifié quelque chose. Je n'allais pas les confronter. Je n'allais pas expliquer, ni argumenter, ni mendier de la compréhension. Au lieu de cela, j'ai fait autre chose. J'avais été nominé pour le prix du dirigeant d'entreprise émerge du Midwest par l'un de mes clients de la chaîne hôtelière. Le gala était prévu pour la fin du printemps dans un grand centre de congrès à Chicago. 600 participants, la presse locale, des chefs d'entreprise de toute la région. J'avais gardé la nomination secrète. Personne dans ma famille ne le savait. Quand la liste des invités est arrivée, j'ai ajouté mes parents, Courtney, son mari et quelques autres parents. J'ai envoyé les invitations formelles par courriel avec une note, événement de réseautage. J'ai pensé que les contacts pourraient vous intéresser. Le mari de Courtney travaillait dans l'immobilier. Ils ont supposé que c'était une chance de rencontrer des clients potentiels. Ils ont répondu positivement sans poser de questions. J'ai passé les semaines précédant le gala à préparer mon discours. J'ai écrit brouillon après brouillon dans mon bureau après les heures de travail. Les premières versions étaient pleines de colère, remplies de citations directes du groupe de discussion, des affronts passés, du mur qui ne m'avait jamais incluse. Je les ai supprimées. Les versions suivantes étaient tristes, racontant des moments d'enfance, la douleur d'être négligé. Je les ai coupées aussi. J'ai réalisé que le pouvoir n'était pas de les accuser. Il était de raconter mon histoire sans les nommer du tout. Le discours final durait 8 minutes. Il se concentrait sur le parcours, partir de rien après une perte d'emploi soudaine, apprendre un métier à la base, construire une entreprise à force de longues nuits et d'efforts acharnés,
faire face à un quasi-effondrement et en ressortir plus forte. J'ai insisté sur le fait de voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que du travail, de transformer un travail invisible en résultat visible. Prouver que la valeur n'est pas assignée par la famille ou les titres. Elle se gagne par la persévérance. Je n'ai jamais dit mon père ou ma sœur. Je n'ai jamais pointé du doigt, mais je savais qu'il s'entendrait dans chaque mot. J'ai répété devant un miroir jusqu'à ce que les mots me semblent aussi naturels que de respirer. J'ai acheté une simple robe bleu marine, élégante mais discrète, et j'ai demandé à ma grand-mère de venir le matin de l'événement pour m'aider à me coiffer. Elle a relevé mes cheveux proprement, m'a regardé dans le reflet et a dit « Tu as l'air de quelqu'un qui a sa place là-bas ». J'ai souri. Pour une fois, je l'ai cru. Le soir du gala est arrivé. Je suis arrivé tôt par l'entrée des conférenciers. Victoria Lagne, la cliente qui m'avait nominé, m'a retrouvé en coulisses. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. À travers l'ouverture du rideau, j'ai vu la salle de bal se remplir, des tables rondes drapées de blanc, des centres de table de fleurs fraîches, des cartes de visite qui s'échangeaient. À la table 14, ma famille était assise. Papa dans son costume habituel, maman dans une robe bordeaux, Courtney en vert émeraude, son mari consultant son téléphone. Il riait, détendu, pensant que ce n'était qu'une autre soirée de réseautage. Le programme a commencé, remerciements aux sponsors, discours courts, une vidéo sur le soutien aux entrepreneurs du Midwest. J'ai attendu en coulisses, le cœur calme. Lorsque le maître de cérémonie a annoncé le prix du dirigeant d'entreprise émerge, il a lu la citation. Une entreprise partie de zéro, servant maintenant des propriétés majeures dans 3 États, employant des dizaines de personnes, générant près de 2 millions d'euros de revenus annuels. Des murmures d'approbation ont parcouru la salle. Veuillez accueillir la lauréate de cette année, Caitlin Brooks. Je suis entré sous les projecteurs. Je suis entré sous les projecteurs. Les lumières de la salle de bal, vives et chaudes sur mon visage. 600 personnes se sont tournées vers la scène. Des propriétaires d'entreprises, des politiciens locaux, des journalistes avec des carnets ouverts, des sponsors en costume sur mesure. Le maître de cérémonie a terminé son introduction. Une dirigeante qui est partie de rien, a bâti une entreprise florissante de gestion d'installation, servant des propriétés majeures à travers le Midwest, employant des dizaines de personnes et générant près de 2 millions d'euros de revenus annuels. Veuillez accueillir Caitlin Brooks. Les applaudissements ont parcouru la salle alors que je me dirigeais vers le podium. J'ai ajusté le microphone, j'ai regardé la mère de visage, et j'ai commencé. Merci au Conseil des affaires du Midwest pour cet honneur. Ce soir, je veux vous raconter une histoire vraie sur le fait de recommencer à zéro. Il y a quelques années, j'ai été licencié d'un emploi sans préavis. Pas d'indemnité, pas d'explication logique, juste un dossier qu'on m'a remis et une escorte jusqu'à la porte. J'avais des factures, des dettes et aucun filet de sécurité. J'avais 30 ans et j'avais l'impression que tout ce pourquoi j'avais travaillé avait disparu. J'ai pris le seul travail disponible, des services de nettoyage dans des immeubles de bureaux et des hôtels de la banlieue de Chicago. Des nuits à passer l'aspirateur dans les couloirs, à nettoyer les toilettes, à vider les poubelles pendant que le monde dormait. Ce n'était pas ce que j'avais prévu, mais ça payait le loyer. Et quelque part, pendant ces heures tranquilles, j'ai commencé à remarquer des choses. Les bâtiments n'avaient pas seulement besoin de sols propres. Ils avaient besoin de systèmes. De maintenance préventive, de fournisseurs fiables, de quelqu'un qui voyait les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent grands. J'ai commencé à offrir plus. Un client ici, une recommandation là. J'ai appris à soumissionner pour des contrats, à gérer des équipes, à gérer des urgences à 3 heures du matin. J'ai bâti Cabrook Service de gestion d'installation depuis la table de ma cuisine. Il y a eu de longues nuits, des propositions rejetées, des mois où la paix passait à peine. Il y a eu un moment où un client majeur s'est retiré soudainement et j'ai failli tout perdre. J'ai travaillé en double service aux côtés de mon équipe restante pour tenir nos promesses envers les clients qui sont restés. Nous nous en sommes sortis. Aujourd'hui, l'entreprise compte 25 employés à temps plein, des contrats avec des parcs de bureaux et des chaînes hôtelières dans 3 États, un petit bureau à Nickville et des revenus approchant les 2 millions d'euros par an. Nous ne faisons pas de marketing tape à accent grave-l'œil. Nous faisons un travail fiable. Nous sommes présents. Nous réparons les choses.
Nous facilitons la vie des gens qui gèrent des bâtiments. Mais la véritable histoire, ce ne sont pas les chiffres. C'est ce que j'ai appris en cours de route. J'ai appris que la valeur n'est pas assignée par d'autres personnes. Elle n'est pas écrite sur un mur de photos ou distribuée lors de toasts au dîner de famille. Elle se gagne pendant les heures que personne ne voit, dans les décisions que vous prenez quand personne ne regarde. Il y avait des gens qui croyaient que je n'arriverais jamais à rien. Des gens qui pensaient que mon travail était petit, oubliable, indigne. Ils ont fait des choix qui ont tenté de me garder petite. Je ne dis pas cela pour les accuser. Je le dis pour les remercier. Parce que leur doute est devenu mon carburant. Leur silence est devenu mon espace pour construire. Leurs limites sont devenues les frontières que j'ai franchies. Si vous écoutez ce soir et qu'on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez. Si votre famille, vos amis, vos collègues, ou même votre propre voix intérieure a essayé de vous enfermer dans une boîte, écoutez ceci. Vous n'êtes pas l'opinion qu'ils ont de vous. Vous n'êtes pas le cadre qu'ils mettent autour de votre vie. Vous êtes capable de plus qu'ils ne le comprendront jamais. Et la meilleure preuve n'est pas une dispute ou un cri. C'est une action silencieuse et constante. C'est se présenter pour soi-même quand personne d'autre ne le fait. Merci. La salle a explosé. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont enflé. Les gens se sont levés. Les appareils photos ont flashé. J'ai reculé du podium et j'ai laissé cela m'envahir. À la table 14, ma famille est restée assise plus longtemps que la plupart. La tête de papa était baissée, les mains serrées. Le visage de Courtney était devenu pâle. Elle regardait droit devant elle, son verre intact. Maman tamponnait ses yeux avec une serviette. Lorsque l'ovation debout a pris fin, ils ont applaudi tardivement, hésitant, la dernière table à se lever. Après la cérémonie, dans la salle de réception, les gens m'ont entouré. Des cartes de visite tendues. Des félicitations offertes. Des questions sur des partenariats. J'ai souri, je les ai remerciés, j'ai continué à avancer. Puis maman est apparue, seule. Son mascara avait légèrement coulé. Elle s'est arrêtée à quelques pas. « Caitlin » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. J'aurais dû savoir. » Je l'ai regardée. La femme qui m'avait mise au monde, m'avait élevée, mais ne m'avait jamais défendue. « Je sais que tu es désolée maintenant, » ai-je dit. Mais je ne suis pas en colère. Je ne peux juste plus continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à attendre que tu me voies. Elle a tendu la main, mais j'ai reculé doucement. « S'il te plaît, » a-t-elle murmuré. « Nous sommes toujours une famille. » « Nous avons toujours été une famille, » ai-je répondu. « Vous ne m'avez simplement jamais traité comme tel. » Je me suis retourné et je suis parti. Elle ne m'a pas suivi. Dans les jours qui ont suivi, les appels ont commencé. Maman laissait des messages vocaux, de longues excuses mêlées d'excuses. Papa a appelé une fois, la voix fatiguée. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué leur numéro. J'ai supprimé le groupe de discussion. J'ai cessé d'assister aux fêtes, aux anniversaires, à toute réunion où l'on s'attendrait à ce que je joue à nouveau le rôle de second plan. La nouvelle s'est répandue à Nipville. Les parents ont parlé. Les voisins ont posé des questions. Que s'est-il passé à ce gars-là? Pourquoi Caitlin ne vient-elle plus? Ma famille a dû faire face au chuchotement, au regard de côté à l'église ou au club de golf. Les amis de papa l'ont mentionné nonchalamment. Le club de lecture de maman a posé la question directement. Ils ont perdu la face de la manière silencieuse dont les petites communautés punissent le malaise. Courtney l'a ressenti le plus. Son équipe de direction a entendu les rumeurs, une rupture familiale publique lors d'un événement très médiatisé. Des questions se sont posées sur son image personnelle et sa stabilité émotionnelle en tant que leader. Les discussions sur sa promotion ont ralenti. Elle n'a pas été renvoyée, mais la trajectoire a changé. L'enfant prodige avait une fissure dans son éclat. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas célébré leur malaise. J'ai simplement vécu. J'ai continué à faire croître l'entreprise. J'ai emmené grand-mère déjeuner plus souvent. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour qui je n'étais pas. Je dormais mieux.
La douleur de des années à être invisible s'est estompée en quelque chose de gérable, de distant. Voici ce que je sais maintenant. Votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance de votre famille. Elle n'en a jamais dépendu. Des limites fermes ne sont pas cruelles. Elles protègent votre paix. Le succès silencieux dure plus longtemps que la vengeance bruyante. Il n'a pas besoin de témoins pour être réel. Pardonner ne signifie pas accepter plus de mal. Parfois, couper les ponts est la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même. Et à quiconque regarde ceci et se sent invisible dans sa propre famille, arrêtez d'attendre qu'il change. Construisez votre vie. Concentrez-vous sur votre travail, vos gens, votre croissance. Un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que vous êtes déjà digne, sans la permission de personne. Vous n'avez pas besoin de leurs applaudissements.